Mayol étant un des artistes importants du parcours du musée d'Orsay, bien représenté dans les collections, mais un artiste qui n'avait jamais eu droit à sa monographie comme l'ont eu ses contemporains. Puisque, en fait, la dernière et la seule exposition monographique de Mayol remonte à 1961 pour le centenaire de sa naissance. Mayol est en quelque sorte au cœur de ce début du XXe siècle, lié avec tous les artistes qui sont représentés à Orsay, et que par ailleurs, c'est un artiste qui n'avait peut-être jamais été étudié en profondeur et a commencé alors une longue période de travail, une période qui était absolument passionnante. On a eu accès notamment à tout le fonds de dessin de la Fondation Dina Virny, Musée Mayol, et surtout à des carnets de dessin, 38 carnets de dessin qui ont été redécouverts très récemment et qui ont été acquis par la Fondation. Et c'est la première fois que des chercheurs ont pu consulter de manière extensive tous ces carnets de dessin. Ça nous a permis d'essayer de comprendre quelles étaient leurs datations, à quel moment certaines œuvres apparaissaient, parce que Mayol, ça n'échappe à personne, travaille sur un corpus de forme très fermé, figure debout, figure assise principalement. Beaucoup de dessins servent en fait de notation pour essayer de comprendre une anatomie, mais ne sont pas préparatoires à une œuvre. Oui, ce que je trouverais très réussi dans cette scénographie, c'est la façon dont on a une vision d'ensemble de la sculpture, avec toutes les œuvres de grande dimension, les œuvres abouties qui sont rassemblées sur les podiums, et puis tout autour, des choses plus petites, des esquisses, et qui permettent donc d'apprécier le travail de Mayol. Il passe du tout petit au très grand. Et je trouve que par rapport à sa façon de travailler, c'est une vraie question que l'on peut se poser. Oui, oui, tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir dialoguer les esquisses qui sont dans la vitrine derrière avec l'œuvre monumentale et justement de se rendre compte de ce passage et de l'évolution de la sculpture en format monumental. Et puis, je trouve que là, la lumière, elle est particulièrement belle parce que Je suis tout à fait elle d'accord. permet notamment de voir ce détail du ventre avec les muscles qui sont vraiment très beaux et qui forment comme ça une ligne concave au milieu de la sculpture. Et c'est vraiment beau. Le parcours est chronologique, donc nous suivons la carrière de Mayol et nous avions voulu de toute façon, depuis le point de départ, mettre l'accent sur la première partie de sa carrière, ce moment où il vient à Paris, où il se croit destiné à la peinture et peu connu, et en réalité parce que les œuvres ne sont pas très présentes dans les collections nationales, au musée d'Orsay en particulier, et aussi, je crois, parce qu'on ne les associe pas à Mayol. Tout le monde connaît la grande femme en rose qui fait partie des collections du musée depuis toujours, qui a même été l'affiche de la préfiguration du musée d'Orsay à un moment donné, mais je pense que le public n'associe pas ce merveilleux tableau aux sculptures qu'il a l'habitude de voir. Cette idée de respecter et d'essayer de comprendre la démarche de l'artiste, évidemment, on en a tenu compte effectivement dans la présentation des œuvres, tout simplement en s'appuyant sur des photographies d'époque de présentation du vivant de l'artiste quand c'était possible, ou parfois on a la chance d'avoir notamment une lettre de Mayol pour la nuit où il explique la hauteur à laquelle l'œuvre doit être présentée, où il explique que la sculpture doit dominer en fait, et ça c'est très important. C'est-à-dire que justement quand on cherche à tirer Mayol à tout prix du côté de la modernité, on s'imagine qu'il faut placer les œuvres de Mayol au sol. Et en réalité, surtout pour les figures assises, ce sont des femmes qui doivent dominer, presque des déesses, on pourrait dire. On doit être impressionné par la massivité, par la pesanteur de ces figures. Et c'est vraiment comme cela qu'aussi les proportions ont été conçues. Et Mayol explique qu'il ne faut surtout pas avoir le dessus de la tête. Il y a vraiment l'idée que la sculpture doit dominer le spectateur et pas l'inverse. Et c'est aussi comme cela que l'unification par la lumière prend tout son sens et que vraiment la sculpture donne sa pleine mesure. Mayol donc se croit destiné à la peinture et arrive à Paris en 1882 pour essayer d'entrer à l'école des Beaux-Arts. Il a beaucoup de mal dans cette opération. Je pense que ce qui est vraiment important à cette date, c'est le milieu dans lequel il pénètre. Ce milieu artistique, alors il noue des amitiés très fortes avec des gens comme Bourdelle, avec des gens comme Lauger, Achille Lauger, avec des gens comme Monfred, qui vont l'aider dans cette période qui est vraiment une période difficile pour lui. Et puis, je pense qu'il regarde aussi ce qui est autour de lui. Ce Mayol-là, c'est déjà un Mayol qui cherche une forme de simplicité. Une des choses qui est frappante, c'est
la façon dont les modèles sont toujours présentés de profil, donc ce qui lui permet de mettre l'accent sur le contour, sur la ligne, et qui est quelque chose que l'on retrouve tout au long de sa carrière. On perçoit déjà ce qui sera la caractéristique du travail de sculpteur de Mayol, donc ce refus des détails un peu inutiles, cette volonté d'une forme solide, compacte, qui se rapproche souvent de schémas géométriques. C'est cette grande simplification, ce refus du mouvement aussi. Et ensuite, il commence à connaître le milieu des nabis et notamment devient très lié avec Édouard Vuillard. Et c'est par Vuillard qu'il rencontre ses premiers mécènes. Et c'est vraiment la rencontre avec le comte Kessler, qui est un mécène allemand, qui est très francophile, qui connaissait Rodin, qui entend parler de Mayol et qui, voyant des dessins de femmes assises de Mayol, Mayol lui parle de son projet d'en faire une sculpture monumentale. Et Kessler, totalement séduit, lui commande aussitôt la transcription de cette fameuse figure qui va devenir Méditerranée. Mayol, en fait, ne s'est pas formé en tant que sculpteur. Et c'est là aussi où c'est peut-être amusant, intéressant. Il a intégré donc à son travail des procédés qui ne sont pas les procédés académiques. Mayol est quelqu'un qui a besoin de prendre de la distance par rapport au motif, que ce soit le motif dessiné ou le motif sculpté. Il a besoin, comme tout artiste, d'un point de départ qui est en face du modèle vivant, mais il a besoin ensuite de prendre du recul, et parfois c'est un recul qui peut durer plusieurs années. D'ailleurs, il dit « Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui », citant Delacroix. Il dit cette phrase, c'est une trouvaille de génie. Parce que pour lui, il y a l'idée que quand on est trop dans l'immédiateté, on va trop coller à la nature, justement. Il ne va pas pouvoir opérer cette synthèse qui l'intéresse. Et l'autre chose, c'est que malgré la recomposition des corps qu'il opère, donc le fait de ne pas se fier au corps unique d'un modèle qui serait trop particulier, mais de faire une synthèse de différents corps qui va être un corps idéal. Il utilise la métaphore du pommier, disant « Je n'invente rien aussi peu que le pommier peut avoir inventé ses pommes ». C'est-à-dire que dans un pommier, on a des pommes qui sont magnifiques, parfaites, il y en a d'autres qui ont des formes un peu étranges, et lui, il recompose tout cela pour en faire cette forme idéale selon son idéal à lui. D'ailleurs, le titre des œuvres n'est jamais le nom du modèle. Dans les sculptures, jamais. Soit il part d'un titre purement descriptif. Au départ, Méditerranée s'appelle « Femme assise », parce qu'au départ, il se dit qu'il ne veut pas justement qu'il y ait un quelconque sujet qui vienne interférer avec la forme pure qu'il veut montrer. Il représente la forme pour elle-même, la forme pour sa beauté, pour son équilibre, pour sa pesanteur. Certaines de ses œuvres qui sont très verticales, très immobiles, très symétriques aussi. Pensez à Pomone, par exemple, hein, dont le geste des bras est parfaitement équilibré, pratiquement identique entre la gauche et la droite. Mais on a toujours, malgré tout, un petit sentiment de vie qui est donné, par exemple, par le décalage des jambes ou qui est donné par certains détails du modelé. Et c'est là, je pense, qu'est cette modernité de Mayol. Cette façon d'aller vers une sculpture qui ne s'inscrit plus vraiment dans une période, hein, qui est celle du XXe siècle, mais qui existe simplement par la beauté, l'équilibre de ses formes. Leda, c'est vraiment une œuvre emblématique de Mayol. C'est une œuvre qui est vraiment à compter énormément pour le début de la reconnaissance de Mayol, qui a été très admirée, notamment par les artistes nabis, les amis de Mayol, qui en fait opèrent un glissement justement vers l'abandon du sujet de l'anecdote qui intéresse Mayol. Donc Leda était accompagnée du cygne de Jupiter et Mayol dit « je l'ai enlevé parce qu'il n'était pas bon, mais c'est aussi, il l'enlève parce que justement il ne veut plus qu'il y ait cette anecdote mythologique » pour représenter cette figure assise, tournoyante, gardant juste le geste en fait, de la surprise de Leda, qui est vraiment un geste charmant. C'est une figure qui est toute petite, mais qui a déjà une forme de monumentalité qui est absolument fascinante, tournoyante. Et on la présente dans l'exposition à côté d'un tableau de Vuillard, qui lui aussi possédait un exemplaire en terre cuite blanche de Leda et qui l'a représenté à plusieurs reprises dans des tableaux, jouant avec les échelles.
Ce qui guide le choix du matériau, c'est peut-être aussi le choix du mécène, hein, du commanditaire, puisque exécuter une pierre ou exécuter un bronze ou faire fondre un bronze, ça n'est tout de même pas du tout la même chose. Le sculpteur étant plus engagé, en principe, dans la taille de la pierre. Alors, Mayol a aimé tous ces matériaux, a préféré la pierre au marbre et a préféré le plomb au bronze, parce qu'il cherche chaque fois une sorte de sensibilité, de douceur plus grande que n'ont ni le marbre qui est trop blanc et trop froid, ni le bronze qui est souvent trop précis. Et je crois que plus on se plonge vers Mayol, plus on se rend compte à quel point c'est un artiste qui est subtil et qui demande beaucoup de temps, de la même manière que lui prenait beaucoup de temps pour créer, pour être admiré. Je crois qu'il faut se laisser voilà, séduire, prendre le temps de regarder. Il y a l'idée comme ça d'une œuvre dans ce monde dans lequel tout bouge, qui au contraire doit s'admirer presque, je pourrais dire, dans le silence et en prenant le temps de se laisser submerger, envahir par la puissance en fait des œuvres de Mayol.